Pardonnez, poussez un peu, pardonnez, quittez le territoire malien. Ainsi, puis-je paraphraser le gouvernement de transition du Mali qui demande à la MINUSMA de plier bagages sans délai. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce divorce? Le Mali peut-il tenir sans les forces étrangères chassées une à une? Aussi, cette décision est-elle partagée avec le reste de l'Afrique, la CEDEAO ou l'Union africaine par exemple, préoccupée plutôt ces derniers temps par le conflit ukrainien? Toutes ces questions à évoquer avec nos consultants du jour. Une fois encore, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Sogoyou Kegewe, son Excellence. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour. Et bonjour à nos téléspectateurs. Sogoyou Kegewe est journaliste, ancien ambassadeur du Togo, un habitué de ce plateau. Il sera en compagnie de Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous ceux qui nous font cet honneur, ce plaisir de nous suivre à chaque fois. Luc Abaki est journaliste, analyste politique, consultant sur les questions de communication politique. Et vous revenez tout fraîchement du Mali, vous êtes descendu de l'aéroport hier. Oui, absolument. Alors j'ai eu cet honneur, ce plaisir en tout cas de fouler mes pieds sur Bamako. Pendant une dizaine de jours, j'ai passé un séjour tout à fait agréable. Je crois que c'était indispensable, d'autant plus que ça fait plus de 2 ans quand même que nous parlons de ce pays ici de façon assez régulière du fait de l'actualité qui anime justement ce pays. Et donc, en tant que journaliste, je me devais d'aller m'immerger justement dans les réalités du peuple malien et d'en savoir davantage. Je crois qu'on l'a même fait tard, d'autant plus que en tant que journaliste, notre devoir, c'est d'aller sur le terrain, de nous enquérir de ces réalités-là, d'avoir une connaissance profonde des faits, à partir desquels nous formulons donc nos analyses, etc. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il va falloir le faire dès l'instant où nous respectons notre travail, nous l'aimons et nous avons aussi une image de nous. À partir de cet instant-là, nous ne pouvons plus parler simplement à distance. Il va falloir faire ce pas. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai fait le tour à Bamako pendant 10 jours. Est-ce que vos analyses correspondent avec la réalité que vous avez? Oui, mais justement, j'en viens. J'ai eu beaucoup de recettes du terrain. Et c'est une récolte d'une pertinence extraordinaire. Première chose, c'est que nous avons fait un travail remarquable qui est très salué par l'ensemble du peuple malien. J'ai été agréablement surpris par d'abord l'image que les Maliens, dans leur ensemble, en tout cas, que ce soit le chauffeur, que ce soit les petits collaborateurs, en tout cas, la population à la base, lorsque elle se rend compte que vous êtes Togolais, ils ont une image du Togolais, sans doute parce que le Togo a eu à prendre une position assez remarquable dans la question des 49 militaires ivoiriens. Donc la position adoptée par le Togo et l'accompagnement des sanctions de la CEDEAO. Voilà. Donc aussi bien à la base qu'au sommet de l'État, véritablement, les Maliens sont reconnaissants vis-à-vis du Togo. Deuxième chose, c'est que les Maliens sont reconnaissants du travail que New World fait. Je crois avoir fait une émission là-bas où un journaliste avait agréablement, enfin de façon, disons flamboyante, salué le travail de New World. Et ce n'est pas que les journalistes, ce n'est pas que la population à la base, mais c'est aussi l'ensemble des autorités qui sont reconnaissantes de ce travail-là que nous faisons. Donc je profite justement pour vous féliciter pour ces différentes initiatives que vous prenez. Et donc, je me suis rendu compte... Bien sûr. Mais un travail alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer, si vous voulez, beaucoup d'autorités, y compris le président de la République lui-même. Mais bien sûr. Et donc, absolument. J'ai découvert un monsieur d'une équanimité remarquable. Il est serein, naturel. De loin, on a le sentiment que les autorités maliennes sont plutôt sur un pied de guerre contre les Occidentaux. Mais en réalité, lorsque vous les rencontrez, vous échangez avec eux, vous comprenez que c'est des gens naturels, qui sont sereins, qui n'aspirent qu'à une chose simple: acquérir leur liberté, s'affranchir des pesanteurs extérieures, des influences extérieures, des injonctions extérieures, pour pouvoir assumer leur identité. Donc, le président a eu à me le témoigner, aussi bien lui que ses collaborateurs, etc. On a compris qu'en réalité, ils n'ont rien contre ni la France, ni les puissances occidentales, etc. Mais ce qu'ils ont,
c'est qu'ils aspirent profondément à être les Maliens eux-mêmes et assumer leur identité comme telle. Je crois que c'est le minimum en réalité qu'on peut demander à un être humain. Et à plus forte raison, à un dirigeant qui a une responsabilité inouïe vis-à-vis de sa population. Donc, je reviens du Mali avec un sentiment tout à fait agréable, avec un sentiment même de reconnaissance, parce que tous les gars, toute l'attention, toute la disponibilité que ces dirigeants m'ont consacré, et même la population à la base, me montre clairement que le travail que nous faisons est très bien reconnu et apprécié véritablement. Merci, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce voyage au Mali. Sogoyou Kegewe, vous êtes attendu à Bamako? Non, si on a reçu Luc Abaki, c'est comme on m'a reçu, c'est comme on t'a reçu. Et le témoignage qu'il porte, c'est à notre avantage, à nous tous. Et c'est aussi un vibrant témoignage à ce que le Togo a fait vis-à-vis du Mali. C'est un témoignage à l'efficacité de la diplomatie togolaise, à la capacité de notre pays et de son président à rester neutre et à aider les frères qui sont les Maliens, à l'efficacité de notre ministre des Affaires étrangères qui n'est jamais fatigué d'arpenter le Mali. Donc c'est un témoignage de reconnaissance porté à nous tous et au premier de nous tous, à savoir le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé. Tu comprends, non? Donc, on n'a même pas besoin que je sois attendu au Mali. Luc a porté un témoignage qui, moi-même, me remplit de joie. Sinon, je serais plutôt jaloux de ses acquis. Jaloux de ses acquis. Donc, Luc, vraiment merci pour ce voyage et pour ce témoignage. C'est le premier, mais je suis sûr que ce n'est pas le dernier. Oui, mais bien sûr. Et puis surtout, je complète pour dire que je n'avais pas prévenu quand même que j'arrivais. Mais vous imaginez que j'arrive et toutes les fois où on annonce à une autorité que bon, voilà, il y a un journaliste togolais, Luc Abaki, il me reçoit. Et sans condition, sans état d'âme, avec une disponibilité remarquable, une ouverture d'esprit et une capacité d'écoute qui montre qu'en réalité, on est en face de vrais leaders. Comment il se fait qu'on annonce à un président de la République du haut de son piédestal avec toutes les charges qui sont les siennes, et il dit tout simplement, ben attends, il part quand? Et il a trouvé le moyen, voilà, de me recevoir et de pouvoir échanger avec moi pendant près d'1 heure de temps. Donc c'est pour dire que franchement, ces messieurs savent très bien où ils veulent aller et avec qui ils doivent pouvoir faire cette démarche-là. On ne peut que les remercier. Nous reviendrons sur le sujet, merci. Luc Abaki. Afrique, le Mali s'affranchit de la MINUSMA pendant que l'Union africaine se cherche à Boucha. C'est le thème de l'émission du jour et vous, téléspectateurs, vous êtes invités à participer au débat, à alimenter la discussion avec vos SMS que nous lirons dans la seconde partie. Je vous rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Soyez nombreux comme d'habitude à nous écrire. Chers invités, les Maliens votent aujourd'hui, dimanche, pour une nouvelle constitution. Je vous ai démarré par là. N'est-ce pas un pas très important vers la refondation du pays, le Mali, Sogoyou Kegewe? C'est le premier pas et le plus important parce qu'aujourd'hui, le vote des Maliens, c'est quoi? Ce n'est pas seulement un référendum malien. Les Maliens votent pour toute l'Afrique. L'indépendance, la vraie indépendance de toute l'Afrique, surtout de l'Afrique des enclos coloniaux français. Les 14 pays, les 14 enclos coloniaux doivent aujourd'hui tourner leur regard vers le Mali, voir la voie à suivre. Les Maliens sont en train de construire le Mali de demain, ils sont en train de construire l'Afrique de demain, et ce acte est salutaire et doit être reconnu comme tel. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Naturellement, ceux qui sont pressés de devenir président france-africain, aller à l'Élysée, ceux qui ont oublié l'histoire grandiose du Mali, ceux qui veulent devenir de petits sous-préfets, tapis rouge, avions, voitures, machin. Ici, on a affaire à des patriotes engagés, prêts, s'il le faut, à mourir pour le pays. C'est le modèle africain que nous tous, nous devons suivre. Luc Abaki, que dites-vous à ceux qui pensent que le régime de transition n'est pas assez légitime pour organiser un référendum constitutionnel alors qu'eux-mêmes ne sont pas élus? C'est une blague tout simplement.
Rappelons simplement que ce projet de constitution est une recommandation ferme et formelle des assises nationales de la refondation qui avaient eu lieu quelques mois seulement après l'arrivée du président Assimi Goïta. Il faut tout simplement observer que le président Goïta a adopté une méthodologie tout à fait pratique, de manière qu'on a une certaine lisibilité sur l'aboutissement envisagé. Voilà pourquoi, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a compris que son premier complice, sa première arme de combat, ses moyens de bord ne sont nulle part qu'avec le peuple. Voilà pourquoi il a initié les assises nationales de la refondation du Mali, où, depuis la base jusqu'à une échelle plus élevée, ils ont essayé de réfléchir sur la vie du peuple malien et les besoins inhérents à la vie donc, de ce peuple, de sorte qu'ils puissent trouver des solutions endogènes qui leur permettraient d'assumer désormais leur vie et leur identité. Donc, ce projet de constitution est le fruit et la conséquence directe des assises nationales de la refondation. Alors, quelle légitimité on peut demander d'autre à un dirigeant qui bénéficie autant de la complicité indéfectible de sa population à la base? Donc, quand les gens affirment que oui, ils n'ont pas la légitimité, etc., ce sont des gens qui sont dans la théorie et qui sont tellement attachés à des mots, à des concepts guindés, dont ils ne maîtrisent même pas l'essence et la substance. Nous sommes tous d'accord que dans une république telle que c'est défini, les schémas sont définis, on accède au pouvoir par une élection en bonne et due forme. C'est donc l'occasion qui permet justement à chaque citoyen de pouvoir missionner un leader pour assumer leur destin commun. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque on élit des gens qui se montrent fébriles, à la limite même des conspirateurs, qui renoncent fondamentalement à leur mission, qui est d'œuvrer pour l'épanouissement de leur peuple, d'œuvrer pour réunir les conditions du vivre ensemble, de garantir l'intégrité du territoire national. Et si dans un tel contexte, il y a un soulèvement populaire qui est achevé par un acte de renversement du pouvoir par l'armée, je crois qu'il y a lieu de réfléchir sur l'opportunité pour ces gens-là de continuer à diriger le pays. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta montre clairement qu'il est un leader attaché à la cause du Mali, qui dédie complètement sa vie. Parce qu'à vrai dire, ce monsieur n'a plus de vie privée. Il consacre toute sa vie à la cause de son pays. Il n'a pas une minute pour lui. Voilà tout ce que nous recherchons chez nos leaders. Et je pense que ce débat lié à la légitimité n'a vraiment pas sa raison d'être. En tout cas, dans le contexte du Mali. C'est quoi cette histoire de légitimité? Les mêmes qui disent ça, n'est-ce pas les mêmes qui demandaient à Assimi Goïta d'organiser des élections, de passer le pouvoir aux civils? En quoi ces élections organisées par Goïta seraient plus légitimes que le référendum? Exactement. Mais les gens ne sont pas sérieux. Les mêmes qui défilent à N'Djamena, la tête courbée, pour rendre hommage à quelqu'un qui est moins légitime, à quelqu'un dont le peuple manifeste et qu'on massacre dans la rue, les mêmes qui sont complètement à plat ventre devant un apprenti dictateur à Dakar, qui tue sa population, en quoi le président sénégalais, contesté par son peuple, comme on l'a vu dans les marches de Sonko, serait plus légitime qu'Assimi Goïta, dont le simple signal fait descendre dans les rues du Mali plus de 2-3 millions de personnes. Oui, mais est-ce que c'est la rue qui est le baromètre de la légitimité? La rue appartient au peuple. Ou plutôt les urnes? Non, quelles urnes? Tout le monde connaît les urnes en Afrique. La rue appartient au peuple. C'est dans la rue qu'on voit le peuple. Dans les urnes, tu ne vois personne. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, il n'y a pas plus gouvernement plus légitime aujourd'hui en Afrique de l'Ouest que le gouvernement de Assimi Goïta. Donc, il est bien fondé d'organiser un référendum, de demander, il a dit, il est à l'écoute du peuple, de demander l'avis du peuple sur les voies à suivre pour l'avenir du Mali. Mais la nouvelle constitution qu'on met au référendum, c'est qu'elle réaffirme l'indépendance du Mali, les indépendances de singes qu'on nous a donné en 1960 et qui servent à déjà à nous exploiter pire qu'au temps colonial et au temps de l'esclavage, c'est à ça que Assimi Goïta veut mettre fin. Et il est normal
que ceux qui sont habitués à vivre gratuitement, à traire le Mali comme leur vache, avec leurs supplétifs locaux, hein, qu'ils ne soient pas contents, qu'ils parlent de... Bon, on verra ce que le référendum va donner. Si le référendum est désavoué, Assimi Goïta se rendra à la volonté du peuple. Mais attendons, c'est aujourd'hui, nous sommes déjà en plein référendum. Les gens sont déjà alignés devant les bureaux de vote. Et jusqu'au soir, nous verrons les tendances. S'il est désavoué, ok, nous prendrons acte. Peut-être pour compléter juste rapidement, hein, vous savez, le dernier meeting relatif justement à l'organisation de ce référendum a eu lieu le vendredi. Et j'ai eu l'honneur d'avoir été invité. Je suis arrivé, disons, à 1 kilomètre du stade, du grand stade de 60 000 places. Et à ce niveau-là, où le meeting n'avait même pas encore commencé, il n'était plus possible de rouler en voiture. Sur au moins 1 kilomètre, les véhicules, la population était tellement massée qu'on a dû dépêcher le protocole qui a marché sur plus d'1 kilomètre afin de me sortir de la voiture. Et nous avons marché parmi les gens pour pouvoir avoir accès à la tribune officielle. Tout ceci pour vous dire quoi? Que la mobilisation au Mali autour de cette question du référendum, autour des visions, de la vision que mènent ou bien qu'entretiennent aujourd'hui les dirigeants maliens est une réalité. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion de la vivre de près. Même quand vous prenez un taxi simplement anodin et vous parlez d'Assimi Goïta, de ses actions, etc., vous constatez que vous avez en face des inconditionnels qui ne jurent que par ce monsieur et qui attendent véritablement de lui des résultats encore plus probants parce que l'aspiration à l'affranchissement, l'aspiration à la liberté, à l'indépendance absolue et à la capacité de jouir des potentialités du Mali est réelle au sein de l'opinion malienne. Mais est-ce que les conditions de sécurité sont réunies pour l'organisation de ce scrutin quand on sait qu'au nord, une certaine zone appelée Azawad n'est pas encore très accessible? Azawad, c'est qui? C'est l'invention de Sarkozy. Azawad, c'est Sarkozy qui a promis un territoire imaginaire qu'il appelle Azawad aux Touaregs pour que les islamistes, les machins cessent de faire des attentats en France. Maintenant que l'Azawad est revenu malien, les terroristes qui n'auront pas où aller, je suis sûr qu'ils retourneront à l'envoyeur pour exercer leur talent de terroriste. On dit que le référendum aura lieu à Kidal. Alors, il reste quoi encore? Tu parles de quelle sécurité? Mais c'est lui qui revient du Mali. Il m'a dit que dans les rues à Bamako, tu ne verras ni militaires ni policiers. Ce n'est pas un pays en état de siège. C'est un pays qui a reçu le tour de force de chasser tous les terroristes avec leurs commanditaires qu'on prenait pour, disons, venus pour aider le Mali. Il a suffi qu'on les chasse et le calme revient, même si de temps à autre, ils envoient tuer 2 ou 3 types là-bas juste pour prouver qu'il n'y a pas la sécurité. Le Mali vit dans la sécurité, il revient du Mali, il me l'a dit, il peut le confirmer, il n'y a aucun problème. Et je reviens à la même question. La CEDEAO, les moutons certifiés de la France, qui depuis le début disait d'organiser les élections au moment où le Mali, les environs même de Bamako étaient infestés de terroristes. Elle dit quoi? Tu parles de quelle sécurité? Il n'y a rien. C'est la jalousie, c'est l'envie. Mais Louis Kabaki, l'organisation de ce scrutin, c'est quand même la preuve que le Mali se porte beaucoup mieux sur le plan sécuritaire. Oui, absolument. Je pense qu'il a porté le témoignage, il a relayé les confidences que j'ai eu à le faire. Lorsque vous êtes à distance et vous écoutez les médias internationaux, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas circuler à Bamako, par exemple, sans escorte. J'ai lu un article dans la semaine qui dit même que Bamako est presque assiégé. Absolument. Oui, donc ça veut dire que c'est des péroraisons tonitruantes tout à fait vaines. Parce que moi, j'étais à Bamako, j'ai tourné dans plusieurs rues, sur plusieurs rues, etc. Je n'ai jamais vu, comme il a dit, des chars positionnés quelque part. Je n'ai pas vu des gendarmes ou bien des forces spéciales tourner dans les rues pour des besoins de sécurité. Les Maliens vivent librement. Ce n'est pas un pays qui est en guerre. C'est vrai qu'on ne peut pas se baser sur la réalité de Bamako pour généraliser, mais il est évident que si l'état d'esprit était lié à une question de guerre, à une certaine phobie permanente, on aurait compris des mesures, si vous voulez, conservatoires
qui consisterait pour la gendarmerie, l'armée, etc., à circuler, à fuiner, à éviter éventuellement des attaques, etc. C'est une évidence. En tout cas, le baromètre de base, c'est bien sûr Bamako, mais à ce que je sache, les gens, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer au 2e salon des médias à Bamako, les gens, les journalistes sont venus de tous les compartiments du Mali, de Kidal, etc. J'ai même eu des contacts avec beaucoup de journalistes qui viennent de l'intérieur, tout comme même des pays de la sous-région, etc. Ils m'ont fait même ce privilège d'intervenir au cours de ce salon pour dire simplement qu'en réalité, le Mali, en réalité, est un pays normal. Les questions sécuritaires ont été entretenues, en tout cas, tout ce qui était lié à l'insécurité, etc., était entretenu par les puissances occidentales pour justifier leur présence, notamment la MINUSMA, Takuba, Barkhane, etc., etc. Mais on nous avait dit que si jamais Barkhane partait, mais le Mali n'existerait plus. Parce que les terroristes qui étaient même en voie de prendre Ménaka prendraient le reste du Mali tout simplement en fraction de journée. Mais cela fait pratiquement 1 an, le 15 août prochain, que Barkhane est parti. Et toutes les forces connexes. Maintenant, ils sont en train d'acter le principe du départ de la MINUSMA. On est là pour suivre de près ce qui va arriver. Mais il faut comprendre, comme je l'ai dit, que Assimi Goïta et son équipe travaillent avec méthode. Ils ne prennent pas des mesures ou des décisions avant de réfléchir à leur mise en œuvre. Ils planifient d'abord les actions à mener avant de poser un acte parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens de pouvoir assumer et de remplacer justement la force, en tout cas de trouver l'alternative. Justement, vous l'avez évoqué, à la veille donc du scrutin dont on a vu tout à l'heure les premières images, la transition a demandé le retrait pur et simple, sans délai, des forces de la MINUSMA, la force des Nations Unies. Sogoyou Kegwe, le Mali, les Maliens ne vont-ils pas trop loin? Comment ils vont trop loin? Quelqu'un va trop loin quand il veut lui-même défendre son pays? Donc nous les Africains, on va s'asseoir là, dès la première escarmouche, on court à mener des forces étrangères qui passent plus de temps dans les bordels de nos capitales que sur les champs de bataille. La MINUSMA a fait quoi depuis qu'elle est là? Elle a tué combien de terroristes? Non seulement elle ne tue pas les terroristes, c'est elle qui se fait canarder par les terroristes. Le Togo, je suis togolais, le Togo a perdu de braves soldats au Mali. Pourquoi? Ils n'étaient pas au combat. Si ces gens... C'était une mission de maintien de la paix. Mais maintien de la paix, maintien de la paix suppose que vous protégez ceux qui sont agressés. Maintenant, vous ne les protégez pas et vous-même qui êtes censé maintenir la paix, c'est vous qu'on tue comme des lapins. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal? On a perdu des soldats là-bas, ils n'étaient pas en train de se battre les armes à la main. Ils se sont fait tuer parce que de bonne foi, ils croient qu'ils sont venus pour faire la paix, alors que ceux qui sont censés faire cette paix étaient en même temps les soutiens des terroristes. Mais la MINUSMA a apporté quoi? Qu'on nous le dise, qu'on fasse le bilan. Il n'y a rien. Vous voulez apporter la paix, vous ne faites rien. Vous ne vous battez pas, vous venez avec des armes, vous collectez les soldats de tous les pays pour faire semblant que tout l'univers vous soutient dans vos menées subversives. Maintenant, la MINUSMA, ces derniers temps, elle fait quoi? Elle est devenue agent de rapport sur les droits de l'homme. Vous croyez que c'est pour ça que l'ONU a envoyé plus de 15 000 soldats au Mali pour voir qui on a tué à Boucha? Est-ce que c'est normal? On dit, hein, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. La MINUSMA ne peut pas arranger les Maliens, mais qu'elle dégage. C'est tout. Moi, je ne sais même pas pourquoi les Maliens ont attendu jusqu'à aujourd'hui avant de demander ça, c'est légitime. Quant à savoir si les Maliens peuvent ou non, ils n'ont qu'à défendre leur pays. Tous les pays africains doivent être prêts à se défendre. Toute la jeunesse africaine doit comprendre ça. Que si votre pays est attaqué, ce n'est pas la peine d'aller chercher des Blancs, des Chinois, des Esquimaux, des Aztèques pour venir vous défendre. Vous devez vous défendre vous-même. Défendre l'intégrité de vos territoires. C'est ce que l'armée malienne a fait. Et qu'elle continue de faire, elle le fera. Luc Kabaki, sans Barkhane, sans la MINUSMA, est-ce que les Maliens peuvent assurer eux-mêmes leur sécurité? Sur quoi? Ou sur qui comptent-ils? On avait posé la même question au moment où Barkhane déguerpissait du Mali. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien placé pour faire le bilan. La MINUSMA est une force de stabilisation. C'est une mission de stabilisation du Mali. Pourquoi a-t-on recouru à une telle mission?
précisément parce qu'il y avait ce contexte où les terroristes ayant commencé à envahir le Mali, ces terroristes-là dont la naissance a été actée par le démantèlement du régime de Kadhafi, avaient commencé donc à envahir le Mali. Et donc, la France a trouvé l'occasion, lorsqu'on lui a dit « Envoie-nous un peu de force aérienne pour nous aider », il dit « Non, mais écoutez, je vais faire plus ». Il débarque avec plus de 5000 hommes français. Et puis ensuite, il dit, non, mais on va élargir cela, on met la force Takuba. Et en cela, on vote une résolution pour mettre en place une mission de stabilisation multisectorielle, de stabilisation pour la stabilisation du Mali. Il y a aujourd'hui 10 ans, je crois que l'ambassadeur l'a dit. Avant de se prononcer sur ce sujet, il faut quand même qu'on fasse le bilan. On les a appelés pour une cause précise. Aider le Mali, accompagner les actions du Mali de sorte à reconquérir l'ensemble du territoire malien, c'est-à-dire à défaire tout le mal que les terroristes sont en train de faire à ce peuple malien et donc permettre à ce peuple-là de revivre dans un état normal. Donc ça veut dire que l'administration allait encore être redéployée dans les milieux où elle n'existait plus du fait de l'action pernicieuse des terroristes, etc., etc. Aujourd'hui, en termes de bilan, ni la force Barkhane, ni la force Takuba, encore moins la MINUSMA, n'avaient réussi à contribuer de façon significative à l'instauration d'abord de la stabilité et puis à la culture de cette paix dont vous parlez. Depuis 2 ans, c'est pour cela d'ailleurs que lorsque Assimi Goïta est arrivé, il a compris que sa priorité de base ne peut qu'être l'action sur le plan sécuritaire. Et vous avez vu tout ce qu'ils ont pu acquérir en termes d'équipement et de moyens pour commencer à sécuriser le pays, le territoire national. Et donc, à partir de ce moment-là, mais ils ne peuvent qu'être en confiance. Mais voyez-vous, je crois que c'est l'habitude que nous avons prise depuis notre naissance, qui consiste à compter sur autrui pour nous mener notre vie. Mais il faut bien qu'à partir du moment-là, le citoyen africain se dise ceci. Quand il naissait, il n'y avait pas la France, il n'y avait pas les États-Unis, il n'y avait pas les forces européennes qui ont acté avec Dieu le principe de sa vie, de sorte qu'il soit les protecteurs. Donc, ça veut dire que si nous sommes nés, la première force sur laquelle nous devons compter, la première ressource sur laquelle nous devons compter, c'est d'abord nous-mêmes. Et quand on parle de ce principe-là, on comprend tout de suite la logique qu'adoptent aujourd'hui les dirigeants maliens, d'autant plus que non seulement cette MINUSMA et toutes ces forces extérieures n'ont pas été capables d'assouvir les besoins du peuple malien, mais aujourd'hui, c'est ces forces-là qui deviennent extrêmement nuisibles. Vous avez suivi l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères du Mali au Conseil de sécurité, qui dit que la MINUSMA devient une partie du problème malien. Pourquoi? Parce que la MINUSMA rentre en complicité avec les ennemis du Mali et encore pire, elle instrumentalise les questions des droits de l'homme pour nuire et diffamer, sinon même diaboliser des dirigeants dont la faute a été simplement de dire, écoutez, on va s'assumer comme toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on assume notre identité, qu'on commence à croire en nous et qu'on travaille pour avoir des résultats. Que Assimi Goïta et son équipe réussissent ce pari, c'est un fait. Mais qui ne réussissent pas, ils ont au moins le mérite d'avoir pris la décision la plus lucide, la plus intelligente et la plus pratique, qui rend compte de l'intelligence de l'être humain et de sa capacité à agir par lui-même pour assumer son identité. Donc, je pense qu'il ne devrait pas avoir de débat sur cette question de départ de la MINUSMA, d'autant plus que Barkhane est parti, le ciel n'est pas tombé sur le Mali. Takuba est parti, le ciel n'est pas tombé sur le Mali. Et au contraire, l'action des dirigeants maliens permet aujourd'hui de sécuriser de façon progressive ce pays-là. En témoigne la possibilité pour le Mali aujourd'hui d'organiser un référendum qui aura lieu sur le territoire. Un des griefs du gouvernement malien contre la MINUSMA, elle est accusée, la force tunisienne, d'alimenter les conflits intercommunautaires. Non. La force onusienne, comme on l'a dit, était allée pour assurer la paix et la stabilité. Oui. Étant là à tourner les pouces, à ne rien avoir à faire, elle s'est elle-même créé des missions. Et on a tué où on met les drones qui voient les gens que l'armée malienne tue
mais qui ne voient pas les gens que les terroristes tuent, qui ne voient pas les terroristes eux-mêmes. Mais la MINUSMA, elle est pire que... on dit qu'elle fait partie du problème du Mali. Non, elle est aujourd'hui la racine des problèmes du Mali. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on a envoyé la MINUSMA pour faire le droit de l'homme? On peut envoyer des représentants de la FIDH, on peut envoyer les représentants de Amnesty International. Ils sont connus, ils sont crédibles. Si on envoyait une vingtaine, une centaine de ces gens sillonner tout le Mali, ils pourront, d'une manière neutre, témoigner des violations des droits de l'homme au lait. Maintenant, MINUSMA fabrique elle-même des violations des droits de l'homme. Mais depuis que Takuba, Mambarkantou, ils sont partis, mais pourquoi la rébellion, les mercenaires de l'OTAN qu'on appelle terroristes, pourquoi ils sont devenus moins virulents? Parce qu'il n'y a personne pour leur parachuter les armes, il n'y a personne pour parachuter l'argent, il n'y a personne pour parachuter des conseillers. C'est pourquoi la rébellion, les mercenaires de l'OTAN deviennent de moins en moins virulents. Maintenant, si MINUSMA reste, c'est le dernier cheval de Troie, mais il faut le sortir. Les Maliens n'ont qu'à se défendre, même mourir jusqu'au dernier. En Ukraine, il y a un fou qui est en train de tuer les Ukrainiens jusqu'au dernier. Ça ne fait rien, il défend son pays. Les Maliens, ils sont capables, ils sont même plus courageux, plus braves que les Ukrainiens qui aujourd'hui abandonnent les armes et fuient devant les Russes. Donc, les Maliens doivent se défendre eux-mêmes. Et si ça ne va pas, les pays africains, indépendamment ou collectivement, peuvent envoyer des soldats pour les aider à se battre et non à toucher des salaires mirobolants pour juste se promener dans les bordels de la capitale. Mais il y a beaucoup de forces africaines dans... mais elles ne commandent pas. Elles sont là, elles ne commandent pas. Alors, est-ce que la demande de retrait de l'aménagement du territoire malien, est-ce que cette demande n'aurait pas dû être une décision concertée avec la CEDEAO, avec l'Union africaine? J'ai l'impression que s'il aime bien nous inquiéter, à la limite même nous provoquer. Voyez une provocation. L'ennemi premier du Mali, c'est quoi? C'est pas la CEDEAO? C'est la CEDEAO. La CEDEAO qui est ce conglomérat donc de dirigeants dont en réalité la vocation était de travailler pour créer un écosystème dans lequel les États allaient fédérer leurs énergies pour grandir ensemble. La CEDEAO a été un instrument qui consiste à conspirer fondamentalement contre le Mali et son peuple. Vous avez vu les sanctions qui ont été infligées au Mali par la CEDEAO. Vous avez vu tous les langages que tiennent un certain nombre de chefs d'État voisins du Mali, où jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui professent et profèrent même les malédictions sur ce peuple-là. Vous pensez que lorsque vous avez des dirigeants qui sont mus par un besoin de se réorganiser, de s'appuyer sur son peuple, sur leur peuple, pour se construire, ils auront le temps, vous voulez, de composer encore avec des ennemis déjà révélés et affichés, qui s'assument d'ailleurs comme tels. Il n'y a pas 3 semaines que le voisin du Mali, je parle de Bazoum, du président Bazoum, a fait une interview où il s'est érigé en consultant attitré des terroristes, au point de dire les techniques d'organisation des terroristes, leur niveau d'armement et leur capacité à détruire le Mali à partir de Ménaka, etc., etc. Et il dit, pour mettre le doute dans l'esprit de l'armée malienne, que les terroristes sont plus forts, ils sont plus armés, ils sont plus entraînés et que les forces régulières... Mais attendez, quand vous voyez des gens qui tiennent ce genre de langage, vous allez les concerter sur vos stratégies intérieures, sur des actions qui se relèvent de votre souveraineté. Mais c'est parce que là, ça veut dire que vous prêtez le flanc pour qu'ils vous abattent au mieux possible. Je pense que les Maliens font preuve de lucidité, de rigueur professionnelle, d'organisation, mais surtout aussi de méthode. Ils sont passés de façon progressive par la restructuration de l'armée, par le recrutement de beaucoup de forces vives au sein de cette armée-là, par l'équipement de cette armée, et aujourd'hui, en évaluant le niveau de performance de cette armée, ils sont conscients que par eux-mêmes, ils peuvent assumer leur sécurité, travailler pour conquérir l'intégrité du territoire national. Et nous, on est là pour observer et relayer justement les actions qu'ils font. Gilles, s'il te plaît, quand on vient ici pour discuter des choses sérieuses, s'il te plaît, oublie la CEDEAO. Parce que tu m'énerves.
Regarde bien ce qui se passe. Le grand patron de la CEDEAO qui veut recruter des forces anti-putsch, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu des élections législatives chez lui. Il a été aplati. Ouais. C'est un message au Bazoum. Que tous ceux qui travaillent pour la Centrafrique, la France-Afrique, que tous ceux qui veulent remettre les chaînes aux Africains, que les Russes sont en train de libérer, ceux qui veulent remettre ces chaînes, ils vont subir le sort de ce général bissau-guinéen, tu l'appelles comment déjà? Umaro Sissoko Embalo. Les électeurs l'ont remis à sa place. Il va faire un gouvernement d'union nationale, un premier ministre de l'opposition, et je suis sûr qu'on arrêtera ces balades en avion pour aller voir Macron, pour aller voir qui. On va mettre fin à ça. C'est la même chose qui attend Bazoum, qui actuellement doit être en train de dresser la table pour recevoir l'amunissement, parce que toutes les ordures jetées du Mali tombent au Niger. Toutes les ordures que le Mali jette, le Niger prend. Mais Bazoum lui-même ne sait pas ce qu'il attend. On n'a pas besoin d'être médium, d'être chose pour voir. Parce que Bazoum doit savoir que les Français, Américains qui sont chez lui, mais ils s'en foutent de sa personne. Eux, chaque matin, ils calculent leurs intérêts dans le pays. Et si demain, même un caporal se lève et peut faire mieux que Bazoum vis-à-vis de ces pays, mais il le balaye. Donc Bazoum croit que lui, en tant qu'individu, il est quelque chose, mais il n'est absolument rien. Et quand tu suis son parcours, c'est quelqu'un qui n'est pas loin des terroristes. Il faut suivre le parcours de Bazoum au Niger, en Libye et partout. Vous comprendrez pourquoi il soutient aussi fermement les terroristes. Oui, mais en ce qui concerne l'Union africaine, qui est occupée sur d'autres fonds, est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire escale à Bamako, à Khartoum, au sud Kivu, avant la mission à Kiev pour aller s'incliner devant la mémoire de ceux qui sont que la mort d'un noir est insignifiante. Donc si les gens meurent en Ukraine, c'est des blancs, ils doivent aller là-bas les aider. Mais si les gens meurent dans le Kivu, si les gens meurent au Soudan, si les gens meurent au Mali, au Burkina, ça ne les intéresse pas parce que c'est des noirs qui meurent là-bas. Tu comprends, non? Ça m'étonne qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui a connu la CEDEAO, qui sait comment ces blancs sont mauvais et racistes, se mette devant pour aller se faire humilier par Zelensky, se faire humilier. Qu'est-ce que vous appelez humiliation? Première humiliation. L'avion de l'Afrique du Sud, qui est la première puissance africaine quand même, atterrit à Varsovie, avec ses gardes de corps, son service de sécurité, de protocole, avec des gens dans l'avion qui ont même des passeports diplomatiques, et la Pologne les empêche de décoller parce qu'il y aurait des éléments dangereux. C'est normal. Pour les Polonais, tout noir est un élément dangereux. Pour les Polonais, on leur a dit qu'il y a des noirs dans l'avion, ils disent « Ah, ça doit être des terroristes ». On vous dit que c'est l'avion du président de l'Afrique du Sud, la première puissance africaine. On les a humiliés. Ils ont beau sortir leur passeport. Moi, j'ai été ambassadeur, quand même, je connais la force d'un passeport diplomatique. Mais les Polonais, ils s'en foutent. Et ces Polonais... Pourquoi le président sud-africain a accepté quitter la Pologne pour Kiev alors que sa délégation était bloquée Non, ils ne sont pas dans le même avion. Oui, mais... Quand moi, en tant que président, mon avion décolle, il est logique que l'avion d'accompagnement me suive. Maintenant, si je parie, on les bloque. Je fais comment? Je fais demi-tour pour être bloqué moi-même. Donc, les Polonais, leur racisme et leur nazisme, mais quand on chassait les étudiants africains de l'Ukraine, quand la guerre a commencé, c'est en Pologne qu'on leur refusait l'entrée. Donc, c'est des régimes nazis dont le nazisme est de plus en plus... Et ça m'étonne de la part d'un pays comme la Pologne, qui a vécu les pires atrocités avec les nazis. Quand on parle par exemple du ghetto de Varsovie, quand on parle des bombardements sur Varsovie, avec les fameux avions Stuka allemands, ça m'étonne qu'aujourd'hui que les Polonais soient aussi nazis et aussi racistes, qui refusent aux étudiants africains quittant l'Ukraine de rentrer en Pologne et qu'aujourd'hui ils refusent à l'avion présidentiel sud-africain de décoller. L'OUA, tu parles de UA. Si l'UA existait, il y aurait eu des protestations. Si la SADC, les pays d'Afrique australe existaient, ils auraient fait des protestations. Mais ils sont là tous en train de bêler. Et pendant ce temps, toi, comment il s'appelle, le président sud-africain? Cyril Ramaphosa. Ramaphosa, tu veux aller faire la paix en Ukraine.
Tu as vu ce que Podolyak, le conseiller de Zelensky, a dit? Que non, la mission des Africains, ce n'est pas d'amener la paix, mais c'est pour avoir les faveurs de la Russie, obtenir plus de blé, obtenir des équipements. Voilà comment le conseiller de Zelensky voit la mission de 4 chefs d'État africains. Je dis bien chefs d'État. On n'a pas dit Premier ministre, on n'a pas dit ministre des Affaires étrangères. Et Zelensky lui-même d'enfoncer le coup, comme lui ne comprend pas les Africains, qu'après Kiev, qu'ils aillent en Russie. Mais quelqu'un dit qu'il veut négocier entre vous deux, il vient chez toi et tu ne comprends pas qu'il aille chez celui-là avec qui il veut te faire la paix. Mais moi, je l'ai dit ici, dans une émission, que ces chefs d'État, au lieu d'aller à Kiev, doivent aller à Moscou et de Moscou se rendre à Washington. Parce que c'est là-bas qu'on prend les décisions de quand et comment la guerre doit finir. Il se fait que Biden, avec toute sa famille corrompue, aujourd'hui ce n'est plus un secret, la corruption de la famille, c'est pas moi qui le dis, avec toute sa famille corrompue, Ursula von der Leyen qui vend des médicaments pour se donner 12 milliards d'euros, tous ces corrompus, ils disent que la guerre ne doit pas finir parce que leurs poches ne sont pas encore assez pleines. Et vous, les pauvres Africains, quel moyen de pression vous avez sur l'Ukraine? L'Ukraine, c'est que vous êtes des mendiants, il l'a dit, donc vous êtes à la recherche du blé. Toi, Macky Sall, tu n'es pas gêné? Tes cadavres sont encore fumants à Dakar et tu vas allumer une bougie comme un premier communiant pour aller dans une brousse où on a fait des montages inacceptables contre l'armée russe. Mais ça veut dire qu'en allant, vous appelez le coin là comment? Là où ils sont allés? C'est Boucha. En allant à Boucha. Ça veut dire que vous êtes convaincus qu'il y a eu là-bas des exactions commises par les Russes. Moi, si j'étais Poutine, je vous mets dehors, vous ne venez même pas chez moi parce que vous avez parti pris. Mais Poutine, curieusement, c'est lui qui les a reçus avec le plus de respect, qui leur a expliqué tout ce qui s'est passé depuis le début, comment l'Ukraine a accepté les accords de paix et comment le gros là, le gros anglais là, c'est encore qui ça? C'est un premier ministre. Ah, ok. Et il s'est précipité à Kiev pour dire non. Comme la dernière fois, Ursula a dit non, il n'y a pas question de signer la paix. Mais on vous dit qu'il meurt au moins 1500 soldats ukrainiens par jour. Et vous trouvez que la guerre doit continuer parce que vous voulez mettre la Russie à genoux. La Russie les attend. Elle va détruire un à un leurs boîtes d'allumettes qu'ils prennent pour des chars invincibles qui brûlent plus facilement que les boîtes. La Russie va détruire toutes les armes occidentales en Ukraine et après elle verra s'il faut marcher jusqu'à Berlin, jusqu'à Paris parce que les Américains ne prendront jamais les risques d'une bombe atomique sur Washington, sur New York, sur Philadelphie, sur comment on appelle, sur Los Angeles, San Francisco, juste pour éviter qu'on rase Paris. C'est quoi Paris devant New York? C'est rien. Berlin, c'est quoi devant Los Angeles? C'est rien. Au Mali, est-ce qu'il n'y avait pas plus à faire qu'à Boucha, où cette délégation de l'Union africaine s'est rendue? Ces sujets dont que nous évoquons ici, est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire l'objet d'une analyse au sein de l'Union africaine pour un accompagnement au Mali plutôt que cette mission? Non, mais je crois que l'ambassadeur a tout dit. C'est-à-dire que nos dirigeants ont un mental un peu travesti, à la limite même renversé, au point de renoncer à leur mission, qui est de préserver la vie, de travailler pour préserver la vie de leurs citoyens et d'œuvrer pour la paix dans leur pays. Mais c'est quand même une curiosité qu'après tout ce que nous avons vécu d'abord au Mali et dans les autres pays, au Soudan, etc., qu'il n'y a jamais eu des initiatives d'une telle taille, et qu'aujourd'hui, pour une histoire de guerre délibérée en Ukraine, nos dirigeants se mobilisent en forte délégation de plus de 7 pays pour dire qu'ils vont pour rechercher la paix. Je les ai suivis et ça m'a fait beaucoup sourire. Il y a d'abord des principes dont il faut tenir compte. Vous savez, pour que votre parole puisse porter, avoir un impact sur autrui, vous devez travailler d'abord sur votre hygiène de vie, sur ce que vous représentez en tant que président, en tant que dirigeant, en tant que personnalité et visionnaire, travaillant pour la cause d'un peuple. Ces dirigeants-là, il a cité le cas de Macky Sall. Macky Sall va demander la libération des prisonniers de guerre. Alors qu'il a des prisonniers politiques qui se comptent par centaines chez lui, juste par caprice, juste par phobie
de perdre le pouvoir, juste par cette inquiétude de voir un opposant politique émerger et donc pouvoir lui ravir la vedette à travers les urnes, il décide donc de bâillonner toute la dynamique de l'opposition en d'abord œuvrant pour tuer des opposants, mais sur des manifestants, mais encore pour les enfermer. On parle de plus de 500 manifestants qui sont dans les geôles du Sénégal. Et c'est tout frais là. C'est ce monsieur donc qui va à Kiev pour tenir un discours et il va ensuite en Russie pour dire, bon écoutez, la dernière fois vous m'aviez reçu, j'avais plaidé pour qu'on puisse nous donner un peu de blé. Et bon, vraiment, il y a eu une bonne suite. On vous remercie. Aujourd'hui, nous recherchons la paix parce que votre guerre là-bas a des répercussions directes sur nos pays. Donc, il accepte le principe de la porosité, de la fragilité, de l'instabilité, de l'incapacité de nos dirigeants de faire en sorte à semer les graines d'un épanouissement réel par nous-mêmes dans nos pays. C'est toute la différence avec les dirigeants maliens qui, il faut le rappeler, depuis juin 2021, où Assimi Goïta est venu au pouvoir, il n'est plus jamais sorti de son pays. Il n'a pas le temps pour s'occuper des affaires de dehors. Il a tellement de défis en face de lui. Il est tellement conscient de sa responsabilité dans le devenir du peuple malien qu'il n'a plus une minute pour lui. Il n'a pas le temps pour le divertissement, pour se digresser sur des sujets aussi inutiles. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une balade. À la limite, c'est une aventure que ces dirigeants-là sont en train de faire. Parce que ni l'Ukraine, ni la Russie ne pourraient donner une suite allant dans le sens de donner la paix ou d'amener, de renoncer à la guerre, justement parce que des dirigeants africains se seraient mobilisés pour venir plaider la cause de la fin de la guerre. C'est une évidence. Ils sont ennuyés. Et simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de leur responsabilité devant leur peuple et des actions qu'ils doivent mener pour le meilleur devenir de Luc dit que c'est une aventure. Non, c'est pas une aventure, c'est une mésaventure. Vu la cascade d'humiliation dont ils ont été victimes nous allons revenir sur Pologne et en Ukraine. Nous revenons sur le sujet dans la seconde partie et nous allons relayer aussi les contributions des téléspectateurs, plus de 128 96 46 10 31. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.